Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en compagnie de Pierre-Yves Gauthier d'Alpha Value. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Delphine. Alors, toute l'équipe se joint à moi afin de vous présenter nos meilleurs vœux pour cette année 2026. Et Pierre-Yves, je te propose de commencer avec le sujet du moment, l'arrestation du président vénézuélien Nicolas Maduro par les États-Unis, qu'il accuse, entre autres choses, de conspiration narco-terroriste. Alors, au-delà du débat sur la légitimité d'une telle arrestation, une question centrale se pose, celle du pétrole. Car derrière le volet judiciaire et politique, il y a un enjeu stratégique majeur, la manne pétrolière que représenterait une prise de contrôle directe ou indirecte du pays. Pourtant, on voit que les marchés restent, j'allais dire, étonnamment calmes. Les prix du pétrole sont stables, aucune tension majeure ne se manifeste. Alors, avant de te laisser la parole, Pierre-Yves, quelques chiffres peut-être pour illustrer finalement et pour situer le Venezuela sur l'échiquier pétrolier mondial. Alors, je mets à l'écran, donc on voit que ça représente quand même 18% des ressources pétrolières de la planète. C'est la première réserve mondiale devant l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et pourtant, on voit qu'actuellement, la production de pétrole est à 9 000 barils par jour. On a vu une chute drastique finalement depuis les années 2000 et cela ne représente plus à l'heure actuelle que 1% finalement de la production mondiale de pétrole. Alors, Pierre-Yves, finalement, quel avenir pour ce pétrole vénézuélien et quelles sont les éventuelles répercussions sur les marchés? Les marchés, finalement, ont-ils raison de rester sereins ou est-ce qu'ils sous-estiment finalement un risque géopolitique plus large? Pierrick, je te laisse la parole. Alors bon, c'était un vrai cadeau de Trump que d'avoir une telle ouverture effectivement géopolitique, parce que c'est plutôt du géopolitique que du pétrole. Sur le pétrole, on sait que la production actuelle du Venezuela, c'est à peu près 1% du total mondial, que ça va vers c'est un pétrole qui circule par des voies qu'on va qualifier d'illégitimes, hein, notamment les bateaux fantômes, c'est-à-dire ceux qui ne déclarent pas leur position. C'est du pétrole très lourd, tout le monde le sait, il est difficile à raffiner, tout le monde le sait et le fait que les réserves soient gigantesques est évidemment connu de tous les professionnels pétroliers, mais qu'elles soient extrêmement difficiles à extraire est aussi connu. Donc ce qui intéresse dans cette affaire, c'est est-ce qu'on a une rupture totale, de l'offre du Venezuela, donc qui retirerait à peu près 1 million de barils, donc 1%, ou est-ce qu'on est sur un risque d'avoir une nouvelle d'un retour à la production nominale qui pourrait être de 3,5 millions de barils, auquel cas c'est plus 2% de production, ce qui peut intéresser quand même les marchés en termes d'équilibre offre-demande. On sait très bien que revenir vers les 3,5 millions, ça prendra des années et des milliards de dollars d'investissement. Donc c'est pour plus tard, on s'en moque. Et les 1% de production aujourd'hui, ils vont probablement être maintenus parce qu'il y a de l'intérêt de tout le monde, à Caracas, que ce soit le nouveau gouvernement ou les intérêts économiques, américains à venir, d'essayer de préserver ce flux-là. Entre autres parce qu'on ne veut pas non plus de situation sociale catastrophique avec la disparition des derniers dollars rentrant au Venezuela. Et pour clore, le dossier pétrole, donc qui est probablement enfin du point de vue du marché financier, qui n'a aucun intérêt, on peut faire le calcul que les compagnies pétrolières américaines ne sont pas très soucieuses, de venir s'installer au Venezuela pour des raisons de sécurité. Il faudrait non seulement qu'elles aillent investir pour extraire pardon, un pétrole extrêmement complexe à manipuler, mais il faudrait aussi qu'elles investissent beaucoup en sécurité, donc probablement pas en sécurité fournie par le gouvernement américain, mais par des sociétés privées, ce qui a un coût et ce qui entraîne, on peut le savoir, on a pu le voir par ailleurs, des situations absolument catastrophiques comme la Libye ou l'Irak. Rapidement, ça devient hors de contrôle, donc personne ne veut y aller. Le seul élément bénéficiaire dans la chaîne de valeur pétrolière, c'est éventuellement les raffineries du Golfe du Mexique, les raffineries américaines du Golfe du Mexique, qui elles sont habituées à traiter du pétrole lourd, notamment canadien, qui sont sous-employées
Donc si elle peut faire traverser quelques bateaux, pourquoi pas? Mais on est vraiment très, très, très à la marge. Donc ça, il faut enterrer le pétrole. Le vrai souci des marchés financiers sur l'affaire, Maduro, pour simplifier la discussion, c'est les nouveaux termes géopolitiques. C'est est-ce que la brutalité des interventions américaines crée un risque nouveau? La réponse est clairement oui. Comment faut-il le tarifer? C'est très compliqué, mais c'est bien de la prime de risque qui augmente. Elle peut s'exprimer à plusieurs niveaux. Concernant l'Amérique latine, on a désormais cette idée que Trump veut avancer vite dans une logique. L'ensemble du continent américain nous appartient, c'est notre cour privée, et donc là se posent des questions sur l'Amérique latine avec des élections qui viennent, notamment au Pérou. Le Pérou a fait affaire avec la Chine, donc ça soulève des questions. On sait que, la Colombie ne n'est pas vue d'un œil, enfin le gouvernement colombien n'est pas vu d'un œil favorable par les États-Unis. Si on regarde bien rapidement une carte, on voit que le Brésil est un petit peu seul, avec un gouvernement solide de gauche, mais donc extrêmement déplaisant aux yeux Mmh. de l'appareil, de l'administration Trump. Donc est-ce que ce gouvernement brésilien va être encore plus sous pression alors qu'il résiste déjà pas mal? Ça amène ce type de questions. Est-ce qu'il va pactiser peut-être encore un peu plus avec la Chine dans des relations type BRIC, qui ont été remises en route ces dernières années? Ce sont des questions qui sont quand même, assez lourdes de sens et qui antennent du rapport de force et probablement de la violence. Ça, c'est à l'échelon, du continent américain avec, ce que ça soulève comme question évidemment pour le Canada, le Mexique, on l'oublie tout le temps que le Mexique est aussi sous Mmh. pression, et donc le Groenland qui peut être associé, en termes de physique, au continent, américain. Et si on va dans cette logique d'une verticale, continentale, propre aux États-Unis, ça veut dire que les États-Unis ne sont plus intéressés ni par l'Europe, ni par l'Asie, et donc on voit se poindre une division du monde qui pourrait être centrée autour de la Chine, des États-Unis, et avec un gros point d'interrogation sur l'Europe dans sa relation avec la Russie. Voilà, après chacun peut partir dans des scénarios extrêmement spéculatifs. Évidemment, on n'en a pas à offrir de particulier. On sent simplement qu'il y a un tremblement Mmh. majeur qui s'est fait et qui devra être sanctionné dans ce qu'on appelle cette fameuse prime de risque, c'est-à-dire que les actifs soudainement perdent de la valeur. Et un aspect de ça, on commence à le voir, c'est les financements des pays, sous-développés en développement, pardon. Une partie de cette dette est soumise, leur dette, enfin la valeur internationale de cette dette change très rapidement avec des événements comme cela. Avec un côté positif, c'est peut-être que, par exemple, la dette vénézuélienne, si les flux pétroliers reprennent, pourrait être remboursée. Donc il y a eu des spéculations dans ce sens-là. Mais parallèlement, une partie des créances que la Chine a sur le Venezuela ne vont pas plus être payées puisqu'il y a un changement de régime. Donc, comment la Chine va récupérer ces actifs-là devient aussi un sujet de plein droit. Et qu'est-ce que ça a comme effet d'écho sur d'autres pays? Vous voyez, on est en train de quitter le monde du classique de l'equity et on se déplace très très vite sur des sujets de type souverain, qui sont là de très très grande ampleur. Donc, merci Trump Oui, de nous réouvrir les cartes du monde. on voit que ça pourrait avoir des répercussions, importantes sur les marchés, notamment, sur la répartition finalement entre les équilibres, qu'ils soient régionaux ou mondiaux, hein, par ailleurs, et que le Oui, pétrole finalement, un axe secondaire finalement dans cette histoire, et que c'est l'instabilité, que ça provoque en termes de géopolitique qui est importante ici, et qui pourrait absolument. bouleverser, pas mal d'équilibres, si j'ai bien compris ce que tu nous disais. C'est ça. C'est la Et conclusion. là, à l'heure actuelle, donc comme bon, les marchés sont sereins, hein, par rapport à ça, et finalement on a peu de répercussions sur les marchés actions. Alors on a vu peut-être hier, quelques frémissements, sur certains acteurs du secteur de la défense et du pétrole, des 2 côtés d'ailleurs, hein, de l'Atlantique. Mmh. Ça me fournit une transition, toute faite, puisque je te propose maintenant qu'on aborde un petit peu les secteurs et les dynamiques sectorielles, actuelles. Alors en Europe, hein, on revient sur l'univers Alpha Value. Si on jette un petit coup d'œil dans le rétro, et si je mets à l'écran en même temps que je parle sur l'année dernière, hein, finalement, c'est sur là j'ai pris en fait, sur l'année 2025 les secteurs.
qui ont le mieux performé, je le répète, c'est sur l'univers d'Alpha Value, hein, donc l'Eurostoxx 600 et on va dire un peu plus de 500 valeurs. Donc on voit que ben, c'est le secteur bancaire, hein, sans surprise. On a la défense en deuxième position, les métaux et mines. Et puis en bas du classement, on a les médias, les logiciels et la pharma. Si finalement on revient à plus récemment, on voit que sur les 5 derniers jours, euh, les secteurs qui sont les plus performants sont les semi-conducteurs. On retrouve la défense, les métaux et mines. Et en bas du classement, on a l'alimentation, boisson, entretien de maison et IT hardware. Euh, Quelle est ta vision finalement de ce qui se produit là sur d'un point de vue sectoriel et des dynamiques qui sont à l'œuvre? Bah, le premier point, c'est qu'on démarre assez fort quand même, puisqu'on a en une semaine, on accumule un peu plus de 2 de performance. Le deuxième point, c'est que clairement, le secteur de la défense, après un moment d'hésitation sur une paix possible en fin d'année dernière en Ukraine, a repris du poil de la bête précisément à cause du facteur géostratégique qu'on a évoqué. Donc notre première, analyse dès dimanche dernier, c'était de dire: «Le pétrole, c'est pas important, mais par contre, le secteur défense va reprendre». C'est ce qui s'est passé, puisque chacun s'inquiète, un peu plus de ses frontières. On peut imaginer qu'il y ait des commandes adressées à l'Europe venant de pays d'Amérique latine qui ne seraient pas tout à fait alignés avec, les souhaits de l'administration américaine, par exemple. Donc ce secteur reprend et puis de façon beaucoup plus, perturbante pour nous, il y a toujours un intérêt soutenu sur, ce qu'on va appeler la filière, IA, qui n'a aucun sens en Europe, mais qui, est un enfin en Europe, les valeurs bénéficient de cette demande en matière d'investissement autour de l'IA. Donc, les semi-conducteurs européens ne sont pas concernés, mais on fait l'hypothèse que, de toute façon, si on veut jouer l'IA, on va passer par les semi-conducteurs, et notamment par les fabricants de machines à faire des semi-conducteurs. On tombe sur l'éternelle histoire de ASML. Et de façon beaucoup plus troublante, on retrouve une dynamique sur le secteur des métaux et des mines qui reflète la demande de matières premières, là aussi en partie pour la fabrication de nouveaux centres de données. Et dans ces centres de données, il y a la construction, il y a un peu d'acier, mais il y a aussi beaucoup de câblage, hein. Donc on retombe sur cette dynamique autour du cuivre, hein, une énorme spéculation sur le cuivre. On n'arrive pas à savoir si c'est une spéculation qui traduit une demande réelle, on n'en est pas sûr du tout pour être honnête, ou plus du restockage par les Américains et par les Chinois pour des raisons stratégiques. Donc on se reboucle là sur la défense. Donc il y a une incertitude sur, la lecture que l'on doit avoir des secteurs métaux, mais elle est quand même, semble-t-il, en partie animée par l'idée que l'on se fait d'un besoin, supplémentaire de matières premières pour équiper, les centres de données américains en énergie et évidemment en puissance de calcul. Donc voilà, le marché en fait a prolongé, en 2026, des idées fortes qui parcouraient, 2025 et surtout a repris, finalement une certaine énergie sur cette thématique IA d'un côté et défense de l'autre. Et c'est assez perturbant parce qu'il est assez rare que l'on démarre sur des secteurs un peu secondaires comme ceux-là. Ils sont secondaires en valeur absolue, hein. On ne parle pas de banque, on ne parle pas de pharmacie, qui sont quand même les très grands secteurs qui généralement créent la dynamique de début de marché, enfin de début d'année, financière. Et justement, alors pour toi, quels sont les secteurs à suivre en 2026 et si on regarde un petit peu, je vais mettre un autre, si on regarde un peu le potentiel cette fois des secteurs, encore une Alors fois, de c'est l'univers effectivement, alphabet. une bonne réponse de toujours s'ancrer quand même sur des chiffres dans lesquels on est confiant. Donc là, c'est le potentiel au travers des valorisations individuelles de chacune des sociétés participant à un secteur. On les réagrège et on a ce potentiel. Donc on retrouve à droite, les secteurs qui ont sous-performé au cours de l'exercice 2025, hein, donc ceux qui ont vraiment souffert, donc notamment le papier et les médias. Je rappelle que dans les médias, il y a cette effroyable discussion de marché sur Relix et sur Wolters Kluwer, qui sont considérés comme extrêmement fragilisés par l'IA, ce à quoi nous ne croyons pas, mais néanmoins la vox populi des marchés exerce sa pression. Donc on retrouve ces secteurs qui ont été fatigués.
Et à gauche, par construction, on retrouve les secteurs qui ont déjà bien performé, qui viennent d'accélérer et notamment les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, c'est intéressant parce qu'on a complètement, du point de vue de nos analyses fondamentales, complètement raté ce train-là. Et on s'attendait pas du tout, à ce qu'ils repartent aussi fort en fin d'année et continuent de le faire comme on le voit récemment. Donc l'accélération du secteur là sur les derniers jours, se traduit par ce potentiel négatif et on est en train de se gratter le crâne pour savoir qui a raison. Est-ce que c'est nous? Parce que effectivement, les valorisations sont excessivement élevées, hein. Le fameux PE, le multiple du résultat sur les cours, il était quand même à 35 fois. Donc même si on se trompe un peu en étant peut-être pas assez optimiste sur la croissance, c'est quand même un chiffre spectaculaire. Et sur le secteur bancaire, hein, on voit que Ah pardon. si je remets finalement la diapositive, alors je la remets. Quand on voit sur l'année 2025, est-ce que finalement le secteur bancaire en 2026, vous le voyez performer ou Alors, il y a encore de l'énergie positive, c'est très clair. Je rappelle que c'est un secteur qui est indispensable à tous parce qu'il paye beaucoup, beaucoup, beaucoup de dividendes. Mais on est clairement sur des niveaux de valorisation qu'on n'a pas vus depuis 20 ans. Donc, on commence à s'interroger sur le concept de peak bank, pour prendre des termes anglais, peak PEAK, pardon, et donc c'est une idée qui nous enfin que l'on poursuit depuis plus d'un trimestre maintenant, je dirais même depuis le milieu de l'année dernière. Et pour l'instant, il n'y a pas de correction, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun signal dans la production de résultats des banques qui mettent en danger l'appréciation qu'on a du secteur, mais le sentiment boursier est allé très, très loin et on voit pas tellement de capacité d'accélération à partir des niveaux actuels. alors, je vais profiter de cette, de ce qu'on parle des secteurs pour rappeler à tous ceux qui nous regardent et qui ne sont pas abonnés, leur dire qu'ils peuvent découvrir en fait nos sélections de valeurs en cliquant sur le lien qui apparaît à l'écran ou qui figure dans la description sous cette vidéo. Voilà, je referme ce petit chapitre. Alors, Pierre-Yves, avant de finalement refermer ce volet stratégique, j'aimerais qu'on s'arrête aussi un petit instant sur la valorisation. Alors, je vais mettre à l'écran un autre slide, cette fois, voilà, sur le PER par secteur à 18 mois. Voilà. Euh, je te laisse nous en parler. On Oui, en bien est sûr. où Alors, aujourd'hui en termes de valorisation? donc, il y a, beaucoup de choses à dire sur un slide comme celui-ci. Le premier, c'est la ligne horizontale, hein, qui dit que le marché est à 15 fois. Donc ça, c'est une moyenne. Comme toutes les moyennes, il faut être extrêmement prudent. Sur l'extrême gauche, vous retrouvez le fait que personne ne veut être vu, comme on dit, avec des valeurs de type, secteur auto ou pétrole, voire même les banques qui sont structurellement pas chères, hein, en termes de PE. Et sur le côté droit, vous retrouvez par contre les secteurs qui sont extraordinairement onéreux et ils sont tellement onéreux qu'on les met en gris parce que leurs multiples dépassent les 25 fois. C'est-à-dire qu'en fait, dans le cas des semi-conducteurs, je l'ai dit tout à l'heure, on est à 35 fois. Je crois que sur le secteur, aérospatial défense, on est plutôt autour de 30 fois, et ainsi de suite. Donc ce sont des secteurs extrêmement onéreux et qui ont tiré à la hausse la moyenne. Alors cette moyenne, il faut, voir que c'est un PER 18 mois, c'est-à-dire qu'on pousse 18 mois de résultats devant nous, c'est pas la moyenne sur 2026, c'est la moyenne sur 2026,50 de 2027. Donc en fait, on intègre beaucoup de résultats dans cette, méthode, mais ça nous permet d'avoir une certaine régularité dans ces tableaux. Et on est en fait en train de sous-évaluer la réalité des valorisations dès aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, sur 2026, on est plutôt à 15,6 et si on enlève, comme on le fait traditionnellement, la banque et le pétrole, voire les métaux, on est très rapidement autour de 17-18 fois, hein. On parle de 2026 à 17-18 fois, donc on est déjà cher et on est cher principalement à cause du secteur que vous voyez figurer à droite. Et on retrouve d'ailleurs dans cette cherté, le secteur capital goods qui est le dernier avant la zone grise et dans capital goods, on a là une soixantaine de sociétés dont la plupart sont des équipementiers, structurels des réseaux électriques, de la demande d'infrastructures, et donc très sensiblement, poussés
par la demande supplémentaire qui a émané des États-Unis pour les fameux, centres de données. Hein, il y a toute une mécanique là qu'on retrouve, enfin de demande qu'on retrouve notamment au travers de ce secteur et qui a formé la singularité européenne en fait en 2025 et qui se prolonge sur 2028, c'est 2026 pardon, c'est cette demande inattendue et massive de la part des data centers. Alors, peut-être, avant, encore une fois de fermer ce chapitre, sur la stratégie, peut-être, qu'on peut jeter un petit coup d'œil cette fois sur la performance, des indices, l'an dernier. Donc je vais ajouter voilà, donc, on voit que, bah, on a quand même, une performance, de 7% en C74 pour le Stoxx 600, 16,87 pour le S&P 500, donc, au coude à coude, le Oui, DAX, bon, lui a fait plus de 22% et le CAC 40 est en bas du classement avec un petit 10%, mais au final, on a quand même eu une année 2025, qui s'est plutôt, bien passée sur les marchés en termes de oui. performance. Oui, oui, c'est une année spectaculaire. Au regard de ce qu'on disait en début d'année avec l'inquiétude, Trump plus tarifs, plus, droits de douane, pardon, on est quand même sur une très, très belle performance. Alors il faut rappeler que le CAC n'intègre pas les dividendes, donc en fait, il est sous-évalué dans sa performance, hein. Il y a un bon 3 qui manque et donc les on va dire les 16 ou à peu près qu'on trouve sur l'Europe sont de très belles factures et la deuxième chose, c'est que ça les rapproche de la performance du S&P. Ce qui évoque une idée forte, c'est que les indices européens ont bénéficié de quelque chose qui n'existe pas vraiment aux États-Unis, qui est l'exposition aux banques. Les banques, on l'a vu tout à l'heure, ont superbement performé en gagnant 70. C'est absolument stupéfiant, et ça vient en partie des capitaux américains un peu inquiets de la situation, donc politique américaine, qui sont allés chercher du confort en euros dans la zone euro et par le jeu de l'exposition aux banques européennes, on est à peu près certain de centrer sur l'Europe. Je simplifie à l'extrême, mais c'est un peu, l'idée. Donc, on a cette performance européenne qui vient de capitaux étrangers souhaitant s'exposer à l'Europe, à un euro fort, et donc traduisant en cela enfin poussant donc en cela la performance du CAC, mais aussi du Stoxx 600 principalement. Sur le CAC, pour refaire, pour donner une image complète, on a cette surpondération de luxe qui coûte un petit peu quand même aussi en performance relative en 2025. Alors Pierre, je pense qu'on a fait le tour, de ce que tu voulais aborder, Oui. dans ce point de marché. Pierre-Yves, merci encore. Bonne soirée à toutes et à tous et puis je vous dis, à bientôt.